On souhaite aujourd'hui, Maxime et moi-même, Maxime Richard de la Maïf et Pascal Kenneth de Forside, vous présenter un sujet concernant le risque climatique et la réglementation qui se met en place autour de cette problématique, la réglementation qui touche le secteur financier. On vous présentera l'état des lieux de la réglementation climatique, la réglementation sur le risque climatique, sachant que le décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat qui touche le secteur bancaire et le secteur des assurances est paru le 27 mai 2021, donc très récemment. Avec des éléments majeurs qui vont toucher nos activités. On vous fera un point de retour sur l'exercice des stress tests climatiques qui a été piloté par les entreprises d'assurance et les banques et piloté par la CPR courant le deuxième semestre 2020, dont la CPR a fait a rendu un rapport récemment en avril sur la revue et les conclusions tirées de cet exercice pilote. Et puis, en troisième partie, on souhaite ouvrir sur les faiblesses toujours identifiées des dispositifs en place et les perspectives à venir. On peut peut-être dire, Pascal, que notre présentation ne sera pas exhaustive parce que le sujet est tellement large. En tout cas, on a pris énormément de plaisir, Pascal et moi, à le préparer et j'espère que ça vous plaira. Donc, je vais commencer par la partie réglementaire. La réglementation, en fait, elle découle des conférences des parties. Donc, on a tous entendu parler de la COP 21 en 2015, concernant la conférence des parties concernant le climat. Il y a deux types de conférences des parties qui nous intéressent aujourd'hui. C'est celle qui concerne le climat, COP 21, et elle aurait dû avoir lieu en 2020, la COP 26. Et puis, avec la crise sanitaire, elle a été décalée en 2021 à Glasgow. Donc, on va avoir la prochaine conférence des parties sur le risque climatique à Glasgow prochainement. Et puis, l'autre conférence des parties, elle concerne la biodiversité, la préservation de la biodiversité. Et c'est c'est la COP 15 qui va avoir lieu en Chine. Là aussi, elle devait avoir lieu en 2020 et elle a été reportée en 2021. Donc, de ces conférences des parties internationales, des décisions sont prises entre les dirigeants des différents pays et ça se traduit par des lois. En France, en 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé le cadre, en fait, en cherchant à impliquer les assureurs et les banques face à la transition énergétique. Donc, l'article 173 de la loi, il demande aux investisseurs institutionnels, les banques et les assurances, de décrire leur démarche générale de prise en compte des critères environnementaux, sociaux et gouvernance, donc ESG, dans leur politique d'investissement et de gestion des risques. La description des modalités d'information des souscripteurs sur la prise en compte de ces critères et enfin la mention de l'adhésion à une charte code pour l'obtention d'un label sur la prise en compte des critères ESG. Alors, label, charte, c'est des mots qu'on va retrouver, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la réglementation climat, en fait. Et puis, une description des procédures mises en place pour identifier les risques. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne la gestion des risques. Donc, ça, c'est la loi, la première loi de 2015.
depuis, donc ça c'est une loi qui a fait suite aux accords de Paris et qui est française. Et depuis, il y a eu plusieurs textes de loi français et surtout européens, puisqu'on dit que cette loi, la loi de transition énergétique, elle a eu une influence au niveau européen. Donc, les principales, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement de disclosure de 2019, qui est avec, si vous voyez ma souris en bas, ainsi que celui concernant la taxonomie, encore un règlement européen qui sont dans les actes délégués, et le règlement qui s'appelle Benchmark constitue la pierre angulaire du plan d'action pour la finance durable pour la Commission européenne. Et une des ambitions est de participer à l'harmonisation pour la transparence de l'information et l'intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de fonctionnement et tout ce qui concerne les produits dérivés. Donc, on introduit dans les reportings relatifs à nos actifs et à nos actions une notion de durabilité qui vient s'ajouter aux notions de rentabilité et finance. Et c'est le cadre qui fixe ces critères-là, c'est la taxonomie qui donne des critères de durabilité sur le plan environnemental. Alors, tous ces règlements sont venus influencer forcément le nouveau décret, de l'article d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat, donc loi qui a été publiée en novembre 2019, donc qui est paru très récemment. Et ce décret d'application a pour objet, encore une fois, de clarifier et renforcer le cadre de transparence extra-financière des acteurs de marché. Donc, il vise à il recherche une meilleure intégration des enjeux climatiques et de biodiversité au sein des politiques d'investissement et la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion des risques. Alors, ceci étant dit, ce qu'il faut comprendre dans la mise en place de cette loi, c'est que donc il y a eu un premier décret d'application en 2015, donc de décret d'application de la loi de 2015 qui faisait suite aux accords de Paris. Il y a eu une revue classique de ce décret d'application qui a mis en évidence beaucoup de divergences sur les méthodes d'application du décret, avec l'hétérogénéité en termes de qualité et de pertinence de la publication. Donc, c'est suite à cette revue qui a été réalisée en juin 2019, qui a eu la loi a évolué et on est arrivé ensuite en novembre 2019 à l'article 29, au règlement de disclosure. Et aujourd'hui, on est concrètement dans le décret d'application qui vise à articuler à la fois le droit européen, les spécificités nationales, et il tire les leçons de l'expérience acquise depuis 2015. Et l'objectif, c'est de clarifier le cadre de transparence et la structure du reporting des actifs financiers. Donc, le périmètre d'application du dispositif est plus étendu qu'auparavant. Étaient déjà concernées les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'assurance et les mutuelles, les institutions de prévoyance. Mais maintenant, ça s'étend aux établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises de conseil en investissement, les réassureurs, les fonds de retraite professionnels supplémentaires, la caisse des dépôts et consignations. Donc, un périmètre plus étendu en termes d'entités concernées. Les objets concernés, ce qu'il faut aussi noter,
c'est que sont maintenant concernés les produits financiers d'investissement et d'assurance dans la documentation précontractuelle et les rapports périodiques pour les produits d'assurance. Donc, ça touche les produits. Le format de publication se fera sous forme d'un rapport, donc un rapport de plus, un rapport annuel qui va être dédié à cela, qui va être publié sur le site internet de l'entité. Il doit être transmis aux autorités compétentes, c'est-à-dire chez nous, la CPR, et à la plateforme pour la transparence énergétique de l'ADME. Donc, c'est l'agence de la transition énergétique. Donc, un nouvel acteur rentre sur le sujet. Pardon. Donc, je m'étends un peu sur ce décret parce qu'il vient de paraître et je pense que c'est important. Après, vous inquiétez pas, j'irai plus vite. Donc, ce qu'il faut noter sur ce décret, c'est qu'il va être obligatoire de distinguer des informations publiées par classe d'actifs. La démarche générale de l'entité en matière de politique et de stratégique d'investissement devra être décrite dans ce rapport, avec la liste des produits durables et en pourcentage des encours totaux et l'adhésion éventuelle de l'investisseur, l'entité, à une charte ou un label dit ESG. Il faudra publier les moyens internes pour contribuer à la transition énergétique, les ressources financières, techniques, humaines dédiées à l'ESG, la gouvernance au sein de l'ESG, les connaissances, compétences, expériences des instances de gouvernance sur les sujets des facteurs ESG et comment ils le traduisent dans les politiques de rémunération, leur règlement interne de l'entreprise. Ensuite, dans ce rapport, on devra trouver bien sûr la stratégie d'investissement auprès des émetteurs ou des gérants, des sociétés sous mandat, les critères de choix, la part aussi des actifs investis dans les encours ou les actifs durables, mais aussi celles investies dans les actifs bruns, investissement et fossiles. Et puis ensuite, donc là, on reste dans des critères finalement assez classiques. Hein. Et puis là où on rentre plus dans le critère de la durabilité, c'est que les textes, le nouveau décret, demande de fixer des objectifs quantitatifs pour vérifier la stratégie d'alignement sur les accords de Paris, sur l'accord de Paris. Donc, un nouveau terme aussi qu'on va apprendre à utiliser, c'est la stratégie d'alignement, avec des méthodes pour mesurer la stratégie d'alignement de l'entreprise sur les accords de Paris. Donc, entre autres, on va retrouver des éléments qu'on avait dans l'exercice pilote climatique. Heureusement, il y a des cohérences dans les démarches. Avec des objectifs quantitatifs à horizon 2030, puis par pas de 5 ans jusqu'en 2050. Donc, voilà. Donc on va avoir à mesurer la stratégie d'alignement de l'entreprise sur les accords de Paris. Et nous, actuaires, on devra construire des modèles pour cela. C'est ce qu'on sait faire. Donc, donc les accords de Paris, je l'ai déjà dit, concernent le réchauffement climatique. Donc, la stratégie d'alignement, l'objectif, c'est l'alignement avec
émissions zéro carbone, enfin un volume d'émissions de gaz à effet de serre réduit. Et puis, il y a une autre stratégie sur laquelle on devra mesurer l'alignement, c'est ce qui concerne la biodiversité. Donc, ce décret d'application introduit une nouvelle notion, c'est la stratégie d'alignement sur des critères de biodiversité. Donc, l'entreprise d'assurance devra se fixer des objectifs d'alignement et définir sa méthodologie à appliquer. Donc, ça, c'est un peu le nouveau critère, le nouveau wording. On va parler dans nos rapports de stratégie d'alignement. Ce qui est après relativement classique, qu'on va retrouver, c'est en gestion des risques. On aura de nouveaux critères qui sont des critères ESG qu'on a déjà d'ailleurs, puisque on les a déjà mis en place. Et puis, on aura et puis bien sûr, on aura un plan d'amélioration à produire, à décrire comment on va s'améliorer pour participer à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et comment on va s'améliorer pour participer à la lutte contre le recul de la biodiversité. Voilà, donc voilà tous les éléments qui devront être dans ce nouveau rapport, avec un calendrier d'entrée en application. J'ai presque envie de dire dès maintenant, puisque c'est l'année 2021 qui est visée. Et le premier rapport, il faudra le publier sur l'année 2021 dès début 2022, 6 mois après la clôture de l'exercice. J'ai été un peu longue sur ce décret, mais comme il vient de sortir, voilà, j'ai pensé que c'était quand même utile. Donc, ensuite, sauf si vous avez des questions, vous lèverez je voudrais vous parler donc de l'exercice pilote de la CPR sur les stress tests climatiques. Donc, exercice qui a été réalisé pendant l'année 2020 pour la clôture 2020. Cet exercice pilote a été mis en place par la CPR à compter de mai-juin 2020. Donc, classiquement, avec une consultation, la CPR a organisé une consultation avec les acteurs de la place, banquiers et assureurs, en leur demandant, sous le principe du volontariat, de réaliser cet exercice pilote. L'objectif, c'était de les sensibiliser aux risques climatiques. Donc, l'exercice était essentiellement pédagogique. Il était écrit dans les textes que l'objectif n'était absolument pas de mesurer l'impact sur la solvabilité de l'entreprise du risque climatique, mais plus dans une démarche pédagogique pour les sensibiliser au rôle que pouvaient jouer les investisseurs, les investisseurs institutionnels dans la démarche de lutte contre le réchauffement climatique. Et puis aussi, il y avait un objectif pédagogique, mais il y avait aussi l'objectif de les protéger pour qu'ils prennent conscience de l'impact que ça pouvait avoir en termes patrimoniels et de résultats sur leur entreprise. Donc, les différents types de risques qui ont été analysés sont le risque de transition, le risque physique, le risque de responsabilité. Ça, c'est dans la démarche classique de la CPR. Donc, le risque de transition, c'est la conséquence de la mise en place d'une réglementation en vue d'une consommation à faible émission de carbone. Donc, on est dans les conséquences des nouveaux règlements, disclosure, benchmark, taxonomie
et puis le décret d'application de l'article 29. Quel impact ça peut avoir sur les actifs, quel impact ça pourra avoir sur les produits d'assurance, par exemple, donc le risque de transition. Le risque physique, c'est l'impact des catastrophes. C'est les dommages résultant des phénomènes climatiques, météorologiques et climatiques, augmentation de la fréquence des sinistres. Et puis, le dernier risque, qui n'est pas traité dans l'exercice pilote, mais qui le sera peut-être demain, c'est tout ce qui est risque de responsabilité, contentieux, le risque d'image, le risque de réputation, les risques juridiques liés à l'arrivée de ces nouveaux dommages et liés au changement climatique si la compagnie est jugée responsable, soit de ne pas avoir couvert, soit de ne pas avoir alerté ou de ne pas avoir mis de clause dans ces contrats d'assurance. Voilà, donc la démarche, les trois risques identifiés par la CPR et par le IOPA, hein, c'est une démarche européenne aussi. Donc, l'exercice, comment il se présentait? Donc, c'était un exercice de modélisation avec un bilan prudentiel et un compte de résultat qui était à mi-chemin entre un compte de résultat social, enfin, une forme un peu hybride, mais dans sa conception assez classique. Donc, ce qui changeait, c'était l'horizon de projection, puisque là, l'horizon de projection, c'est celui des accords de Paris, c'est objectif zéro carbone en 2050. Donc, horizon de 30 ans, avec une projection des variables climatiques par pas de 5 ans. Et les années d'attention observées, c'était 2025, 2035, 2040 et 2050. Sachant que la première phase jusqu'en 2025, les scénarios le bilan était statique. En fait, en pratique, on a aligné le bilan sur l'ORSA, par cohérence. Et puis, de 2025 à 2050, on rentrait dans une logique d'un bilan dynamique avec différents scénarios. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que le temps passe. On va aller sur les résultats. Voilà. Donc, je vais dire, c'est pour nous une modélisation assez classique, sauf que c'est un horizon plus long terme. Donc, les risques, là aussi, les risques qui ont été identifiés, donc il y avait les risques physiques, donc c'était un seul scénario sur le risque physique, et les risques qui étaient, où il y avait 3 scénarios, c'est les risques de transition. Donc, les scénarios identifiés avaient été construits par les différents représentants des autorités de contrôle prudentiel européennes. Donc, il y avait une transition retardée, une transition ordonnée et une transition rapide. La transition retardée, c'est qu'on n'obtient pas les objectifs, on y va lentement. La transition rapide, c'est qu'on n'y va pas au début et puis ensuite trop vite et que ça crée des perturbations sur l'économie et donc ça perturbe les institutionnels. Je vous le fais en cours. Donc, je vous ai décrit les stress tests climatiques donc, qui ont été réalisés pour la clôture 2020. Encore une fois, c'était sous la forme du volontariat. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que la place s'est mobilisée sur le sujet, puisque beaucoup d'organismes d'assurance ont répondu à cet exercice et ont fait l'effort de le faire. Donc là, je vais te passer la parole, Maxime. Oui, merci beaucoup, Pascal. Bonjour à tous. Donc, si on doit tirer un premier bilan global de l'exercice ACPR, c'est premièrement que la place, à la fois au niveau des assureurs et à la fois au niveau des banquiers, on s'est mobilisé, on a réussi à faire l'exercice.
Cela a soulevé des questions entre notre autorité de contrôle et nous sur les hypothèses, sur les choix de modélisation, sur les enseignements aussi de l'exercice. Je vais y revenir dans quelques instants. Une, à dire, conviction qu'on avait déjà, mais qui est maintenant, on va dire, partagée et démontrée, c'est que le secteur de l'assurance est modérément exposé au risque de transition. Le risque physique pose plus de débats concernant l'augmentation de la sinistralité des primes. Vous l'avez peut-être observé dans la revue de presse qui a pu être faite. Cet élément-là est peut-être à tempérer par rapport au design de l'exercice. Je vais y revenir du coup sur les slides qui suivent, si tu veux bien, Pascal, comme tu as la main sur le support pour aller. Ah, ça a été trop vite, pardon. Oups, voilà. Voilà. Donc, c'était deux exercices différents, même si les hypothèses étaient communes. Un premier exercice pour les assureurs, comme je l'ai dit, exposition limitée, déjà des engagements très prononcés de la place concernant notamment l'émission ou les désinvestissements autour du carbone. Pour les assureurs, toujours dans cet exercice, une stabilité dans nos allocations. On est des investisseurs de long terme, on ne modifie pas comme ça notre structure d'actifs. Et puis, un point lié au climat, mais qui est un point tout simplement d'actualité, hein, c'est la question de l'environnement des taux bas, puisque l'exercice amenait des trajectoires économiques de taux bas qui finalement, par le prisme financier, faisaient mal. À côté, la vision des banquiers pour le risque de transition, après on viendra sur la partie physique. Les banquiers ont plutôt une gestion passive en alignant leur portefeuille de crédit sur la structure sectorielle. Tout ce que je vous dis, c'est dans le rapport ACPR. Le coût du risque plus élevé pour le scénario adverse pour les banquiers avec des effets d'atténuation qui est propre à leur activité. Et enfin, le risque de transition qui a été estimé relativement lourd opérationnellement chez les banquiers. Ce point est peut-être divisé parce qu'il semblerait y avoir eu une sorte d'incompréhension partielle sur l'exercice. Encore une fois, et la CPR, je pense, a eu totalement raison d'insister sur le fait que c'était un pilote. C'est la première fois qu'on faisait ce type d'exercice. On l'a vu il y a 2 ans avec le IOPA. Il faut un temps de rodage pour le marché pour qu'on arrive à bien se comprendre. Et vraiment, je tiens à saluer le système de questions-réponses qui a été mis en place et qui a permis d'avoir beaucoup d'échanges. Après, les délais ont fait qu'il y a forcément, entre guillemets, quelques loupés, mais on va les corriger dans les exercices ultérieurement. Sur la slide suivante, le risque physique, et n'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Si tu veux bien changer la slide, Pascal, s'il te plaît. Ça y est, non ? C'est bon. Alors, sur le risque physique, une phrase qu'il faut bien remettre en perspective pour éviter toute incompréhension, c'est sur la partie 4 NAT. On a noté aucune modification de la stratégie de réassurance et maintien du ratio sinistre prime tout au long de la projection. Cette phrase est correcte, avec quelques petites réserves. Premièrement, les assureurs n'ont pas senti le besoin de modifier leur réassurance, mais parce qu'on ne savait pas comment se comporteraient les réassureurs. Donc, on a tous continué nos couvertures de réassurance, et notamment le régime CCR. Donc, on ne s'est pas forcément soucié des conséquences aussi du comportement de nos assurés. Et sur les ratios sinistres à prime, il y a eu des fluctuations parce qu'on nous a demandé de modifier le 12% des garanties 4 NAT de la CCR en mettant 18%, mais la plupart des garanties on va dire à grand volume de primes, étaient hors exercice. Donc, par exemple, les dommages automobiles ou d'autres garanties. C'est pour ça que le maintien ratio sinistre à prime, si vous voulez, on n'a pas modifié structurellement toute notre tarification. On avait fait quelques focus précis de garantie. Donc, il y a quand même eu des changements de ratio sinistre à prime, mais j'invite à une prudence dans la lecture de cette phrase. Les assureurs, par rapport à l'exercice, n'ont pas modifié leur stratégie de souscription. On a parlé de la pollution de l'air qui était dans les hypothèses, je crois que c'était E.ON qui les apportait assez important, puisqu'on était quand même sur 119% d'augmentation de la pollution de l'air. Et puis, le programme de réassurance. Si je fais le côté maintenant banquier sur le risque physique, finalement, une situation un petit peu différente, tout simplement naturellement liée à l'activité même. Un banquier n'est pas un assureur. Donc, le risque physique,
on va dire, a été moins prégnant pour les banquiers, mais parce qu'ils ont considéré que c'était les assureurs qui allaient assumer et du coup payer le risque physique. Eux, c'était plutôt les crédits qu'il y avait en face. Et donc, comme il y a du cautionnement ou en tout cas un gage qui est pris par rapport à l'obligation d'assurer éventuellement le bien immobilier, ils se sont sentis peut-être moins concernés par le sujet. Le deuxième, c'est qu'il devait y avoir un deuxième tour, à la fois pour les assureurs et pour les banquiers, mais plus pour les banquiers, j'ai l'impression, et le calendrier n'a pas permis cet échange. Et puis le dernier élément, qui pour moi est le plus important et en tant qu'actuaire, qui doit nécessiter notre attention ou requérir notre attention, c'est la question de la qualité des données. L'identification des expositions sensibles au risque physique, mais globalement, ça a donné l'impression, en tout cas à la lecture du rapport, que finalement les assureurs disposaient de beaucoup plus de données, beaucoup plus de richesse dans la connaissance du risque qu'un banquier qui finalement accorde un prêt, qui va se concentrer sur le business plan, mais pas forcément finalement sur les incidences du prêt, on va dire, à long terme. Bien sûr, tout cela est à relativiser et à remettre dans le contexte puisque chaque structure a son propre mode de fonctionnement. Si tu veux bien changer de slide. Ça met un peu de temps, je suis désolée. Oui, on va assez vite. Du coup, ça va reboucler avec des éléments de faiblesse qui ont été identifiés déjà dans le passé par d'autres organismes. Ah, vas-y, change. On s'est appuyé sur le rapport de l'ONG Oxfam. Je rappelle que ce rapport a été critiqué sur la méthodologie qui n'était pas consensuelle vis-à-vis des banquiers. Donc, encore une fois, notre propos, ce n'est pas de dire que Oxfam a raison. Notre propos est simplement d'apporter un élément au débat. Après, libre aux uns et aux autres de voir la situation. Donc, d'après l'organisme Oxfam, la stratégie d'investissement aujourd'hui des banquiers amènerait à une trajectoire de plus 4 degrés contre une trajectoire dans les accords de Paris de plus 1,5%. Vous avez la vision de les émissions induites par l'activité, bien avec la production des crédits et le financement, et les émissions économisées, vous voyez quand même un décalage assez conséquent. Pourquoi cette slide-là est intéressante dans le cadre de Cap Actuaria? Tout simplement le fait que la méthode ne soit pas normalisée, qu'il n'y ait pas un consensus sur un chiffre, la data c'est factuel, doit nous interroger en tant qu'acteurs en titre de notre obligation à un moment de rendre les choses objectives. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on souhaitait insister. On va passer à la section parce que je crois qu'il ne restait plus beaucoup de temps et on a encore beaucoup de choses à vous dire d'intéressant, je pense. Si tu veux bien changer la slide. Oui, j'ai changé. C'est que ça met un peu de temps, du coup, chez moi. Je suis désolée, ça met un peu de temps là. C'est bon? Oui, c'est bon, super, merci. Donc, les points, par exemple, qu'on souhaitait attirer votre attention, c'est par exemple des vides juridiques qui sont avérés en termes de normes de calcul d'émissions ou de matériaux polluants. Je prends un exemple, vous le retrouverez dans le support quand on vous le mettra à disposition, le béton vert. Le béton vert, a priori, est vert sur le papier, mais lié tout simplement à un élément qui n'était pas prévu dans le calcul de cette norme, donc qui n'est pas du tout vert. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui peut être déportation de la pollution. Peut-être que vous avez eu l'occasion de voir sur Arte un reportage très intéressant sur la délocalisation de la pollution, notamment par rapport à des voitures électriques avec des batteries, ou c'est les pays d'Amérique du Sud qui supportent notre pollution. Avec le jeu des sous-traitants, ce n'est pas forcément l'empreinte carbone qui est du coup intégrée par la société elle-même, puisque c'est le sous-traitant qui supporte finalement cette empreinte carbone. Tout dépendra après des choix de transparence. La gouvernance, aujourd'hui, donc Pascal a beaucoup insisté dessus, on a de plus en plus une pression. Non, j'étais sur le. Donc aujourd'hui, on communique de plus en plus sur les éléments. Donc pour aussi nous faire sortir du raisonnement court-termiste, éventuellement, que pourraient avoir les acteurs financiers. Cette communication pousse aussi à une meilleure connaissance des données et du coup d'analyse. Dans ce cadre-là, on peut aussi noter, donc je prends Oxfam, il y en a eu d'autres, des sociétés, donc les assureurs et les banquiers qui sont des investisseurs institutionnels qui aujourd'hui poussent des organismes, comme par exemple Total ou d'autres sociétés, à avoir une stratégie climat
à préparer la transition. Encore une fois, l'idée n'est pas d'arrêter du jour au lendemain le financement de l'énergie. Hein. L'idée, c'est bien de préparer la transition pour arriver à un monde demain à faible émission carbone. Donc, on vous a mis la référence de l'AG Total avec des positions différentes de plusieurs acteurs financiers. Soit certains ont voté contre cette résolution en disant ça ne va pas assez loin dans ce qu'on pense. D'autres ont considéré que la proposition au sein de Total, la résolution, était adaptée. Voilà, à chacun de voir, encore une fois, ça pose la question de l'objectivité demain dans les chiffrages. Les stratégies des acteurs financiers ont la capacité d'inciter et d'orienter les arbitrages. Si on met l'ensemble de la place financière et si on dit que brutalement on arrête tous de vendre ou de financer certains acteurs ou certains projets, je pense qu'il va forcément y avoir un réarbitrage. Je parle aussi des marchés financiers, les particuliers, les fonds de retraite. Sur le charbon, aujourd'hui, la place semble très mobilisée et a déjà pris de forts engagements. Jusqu'où faut-il aller dans d'autres domaines éventuellement? Je rappelle qu'il faut toujours quand même permettre à l'économie d'avoir l'énergie nécessaire. Et puis le dernier aspect qui semble aussi intéressant en termes de stratégie, il y a la question de la taxe carbone. Il y a actuellement en Chine, qui est un très gros pollueur, un projet de bourse taxe carbone comme on peut avoir actuellement en Europe. Et cela pourrait quand même changer beaucoup et inciter à l'innovation technologique. Si on n'y arrive pas, on va arriver à la slide l'avant-dernière slide. Je pense que de toute façon, on n'aura pas le choix. En tout cas, c'est une conviction personnelle, hein, ça n'engage pas mon employeur. Tout simplement parce que vous voyez que plus ça va, plus tout simplement c'est l'organe judiciaire qui se mêle de ce sujet pour tout simplement obliger les États à honorer leurs engagements internationaux, voire nationaux. Je vais prendre trois exemples si vous me permettez, qui me semblent assez intéressants. Le premier qui va peut-être plus vous surprendre, je vais insister sur la France qui a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour son inaction sur la pollution de l'air. C'est l'instance suprême du droit en Europe, ce qui veut dire que là, il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a plus de débat à avoir. La France n'a pas honoré ses engagements internationaux. Le deuxième que vous avez peut-être entendu parler, qui est actuellement en cours de, je veux dire, délibéré ou de fin en tout cas de suite, c'est l'affaire du siècle. Donc, l'État français a été condamné. On a mis 1 euro symbolique, mais il y a la suite qui arrive pour tout simplement non-respect de sa signature par rapport à des engagements internationaux et avec le Conseil d'État qui exige de la part de l'État français un plan d'action fort et engageant pour respecter notamment les accords de Paris. Et puis un dernier qu'on a trouvé assez intéressant de souligner, c'est Peuple contre Shell. C'est vraiment tout récent. La justice hollandaise a tout simplement considéré que Shell mettait en danger les citoyens et il lui a ordonné de réduire ses émissions de CO2. Donc clairement, le volet juridictionnel est en route et ça ne va pas s'arrêter d'après nous. On en vient à la dernière slide parce que je vois qu'on me fait des petits messages en me disant qu'il ne reste plus que 7 minutes. Derrière tout ça, on veut quand même donner une grande note, vraiment très grande note, et je vais encore le redire parce qu'on en est convaincu. Il y a des actions, il y a des actions fortes, il y a des actions positives qui sont actuellement en train d'être lancées. Premier élément qui va peut-être paraître anecdotique, parce qu'on vous a parlé des impôts. Il y a eu un premier accord qui a été bloqué pendant très très longtemps sur une sorte de communication pour les multinationales des impôts qui paieraient par pays. Si on arrive à se mettre d'accord pour les impôts, je pense qu'on va peut-être demain arriver tout simplement à une obligation de reporting de pollution par pays, avec quelque chose du coup qui aurait du sens. Le deuxième, c'est la feuille de route de la Commission européenne que vous pouvez consulter sur le site de la Commission européenne, qui est très riche, qui ouvre des perspectives à la fois de normalisation de la méthode de calcul, mais d'action publique, de stratégie, d'incitation, vraiment avec du coup le partage de connaissances entre tous les États membres, parce que certains sont très bons sur un domaine, moins bons sur un autre. Donc l'idée, c'est bien de s'enrichir mutuellement. La loi climat en France, qui va pousser à la rénovation énergétique, mais il n'y a pas que ça dans cette loi climat, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Puis, comme on l'a dit, l'État français a été condamné, donc il va y avoir la pression judiciaire qui va se mettre en place. Je vais terminer sur les deux puces sur la droite et je laisserai Pascal vous parler de la stratégie océan et de la Méditerranée. Les deux points que je souhaitais souligner, c'est tout cela ne peut se faire qu'avec l'acceptation de la population.
Ça veut dire qu'il faut que les gens voient un intérêt. Je suis presque sur un intérêt personnel et immédiat, parce qu'on sait bien que quand on parle de l'intérêt collectif, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, il y a vraiment une question de pédagogie, de sensibiliser les gens sur leur propre comportement. Et c'est là-dessus que je voulais souligner toutes les évolutions technologiques. On a quand même été capable d'envoyer un robot sur Mars produire de l'oxygène à partir de CO2. Donc là, on parle quand même de retraiter du CO2. Il y a toute la question de notre mode d'alimentation. Voilà, il y a toute une question de nos propres pratiques en termes d'incidence. Et du coup, Pascal, je te laisse sur la grande note d'espérance qui est la Méditerranée. Voilà, alors en fait, avec Maxime, après, en construisant ce support, on s'est dit qu'on voulait terminer sur une note positive. Donc, et donc, parler de ce qui se passait en Méditerranée, puisque vous savez que c'est une mer qui est beaucoup exploitée, beaucoup polluée, avec une forte densité de population sur ses côtes, puisque je voudrais juste rajouter que ce qui explique quand même l'élément majeur qui explique la situation aujourd'hui sur le risque climatique et la perte de la biodiversité, c'est quand même, pour revenir aux fondamentaux, c'est quand même l'explosion démographique. Juste quelques chiffres, 2,5 milliards de personnes en 1950, on va être bientôt 8 milliards. Et ça, cette progression exponentielle, ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, la Méditerranée, côte très peuplée, très utilisée, avec du transport maritime, donc très polluée. Et on pourrait penser, certains disaient, la Méditerranée, mer morte dans quelques années. Et aujourd'hui, il y a des multiples actions collectives qui se mettent en place pour donc préserver la Méditerranée. Alors, ça passe par des nouvelles technologies pour enlever le plastique, construire des stations d'épuration plus efficaces pour éviter la pollution, réduire la vitesse des bateaux pour éviter que les bateaux heurtent on a lu ça, les cétacés. Donc, il y a beaucoup de mesures et ça produit ses effets, puisque donc c'était juste le message d'espoir. Et puis, aujourd'hui, il y a de la recherche qui est faite sur l'utilisation des algues et qui aurait des effets pour capter le carbone. Donc, c'est des projets qui ont lieu à Fos-sur-Mer, pas très loin de Marseille. Et après tout, ça pourrait être une piste d'investir dans ce type de projet pour les institutionnels. C'était juste pour terminer pour une note positive. Pascal, si je me souviens bien, pour les algues, je crois qu'il parlait d'une capacité de stockage 5 fois supérieure à l'Amazonie, ce qui est quand même absolument colossal. Et je rappelle que la Méditerranée, c'est une vingtaine de pays, et les 20 pays ont pris conscience qu'il fallait sauver la Méditerranée. Donc, rien n'est irrémédiable. Et du coup, encore une fois, soyons humbles dans nos modèles et prenons du recul, même s'il faut faire attention à notre planète. Et moi, je voudrais juste te dire qu'en synthèse, les actuaires, on a un rôle à jouer donc, pour appliquer cette réglementation, hein, puisque on le voit bien, pour moi, on n'est pas du tout dans la même perspective que Solva 2, puisqu'on voit que la place financière a répondu présent à l'exercice pilote de la CPR. Tout le monde y va, tout le monde a envie d'y aller, les acteurs de la place. Et je pense que Maxime pourrait parler de son entreprise, qui est quand même assez leader sur le sujet.